Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait l'obligation prochaine d'avoir un pass sanitaire pour accéder à de nombreuses activités de notre vie quotidienne. Déplacements en train, accès aux établissements de santé ou encore aux bars et aux restaurants. Bref, depuis le 9 août, les personnes sans pass se retrouvent privées d'accès à un certain nombre d'infrastructures et d'activités. Parmi elles, les femmes enceintes de moins de 4 mois. Vous allez me dire, pourquoi devrait-on parler des femmes enceintes en priorité quand on parle de pass sanitaire? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite dans un Dixit consacré à ces femmes oubliées du pass sanitaire. Pour comprendre ce qui se joue ici, il faut remonter au 21 juillet dernier. Le 21 juillet, c'est le premier jour où le pass sanitaire entre en vigueur. À ce moment-là, il ne concerne pas encore les bars ou les déplacements en train. Mais c'est aussi le jour où le Conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale publie de nouvelles recommandations pour la vaccination des femmes enceintes. Il n'y a aucun argument pour considérer qu'une vaccination plus précoce présenterait un danger pour l'embryon ou le fœtus. Il est de ce fait proposé que la vaccination pour les femmes enceintes, qui le souhaiteraient, soit possible au cours du premier trimestre de la grossesse. Pourtant, jusque-là, il était conseillé aux femmes enceintes d'attendre le deuxième trimestre de grossesse. Un revirement soudain qui a chamboulé le quotidien de Diane, concernée par ce changement. Ce qui est très anxiogène, c'est le changement de discours. Et on le retrouve depuis le départ, mais c'est faire les choses bien, avoir l'impression de faire les choses bien de façon citoyenne dès le départ, pas prendre de créneau de vaccination parce qu'on n'est pas à risque. Après, tomber enceinte, dire bon, bah, on me dit de pas me faire vacciner, je me vaccine pas. Et puis subitement, ah bah si, il faut, et puis il faut le faire vite. Et puis même si on le fait vite, on n'a pas de passe sanitaire, on est sacrifié au bout. Donc c'est anxiogène parce que c'est une décision à prendre très vite d'une part, contre les recommandations qu'on avait par les médecins avant, puisque moi, tous mes médecins étaient d'accord pour attendre le 4e mois de grossesse. Et puis, donc, on prend cette décision-là. Et en plus, bien que prenant cette décision-là de manière difficile et très angoissante, eh ben, on est quand même sacrifié pour l'été. On n'a quand même pas ce qu'il faut pour avoir une vie normale avec les autres. Donc, c'est très, très frustrant et très incompréhensible en réalité. Mais alors, pourquoi un changement si soudain, alors même qu'en avril dernier, le Conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale préconisait aux femmes enceintes d'attendre le deuxième trimestre pour se faire vacciner? Joëlle Bellech-Allard, présidente du Collège des gynécologues et obstétriciens français, nous explique les raisons de ce changement. Depuis le début, nous pensons qu'on peut et qu'on doit vacciner les femmes enceintes parce que le Covid est plus grave chez les femmes enceintes que chez les autres femmes. Vacciner au premier trimestre, il y a eu d'abord un principe de précaution qui a dû semer un peu de trouble chez les femmes et on le comprend bien en disant non, il ne faut pas le faire. Actuellement, on se rend compte qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire d'après toute la littérature internationale. Et d'ailleurs, l'étude américaine qui est sortie aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, va exactement dans le même sens. Il faut vacciner toutes les femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui veulent le devenir ou qui prévoient de faire une assistance médicale à la procréation à la rentrée, par exemple. Donc, il faut être vacciné, c'est une certitude. Il n'y aurait donc aucun risque pour les femmes enceintes à se faire vacciner. Et si les premières recommandations de la Haute Autorité de Santé orientaient ces femmes vers une vaccination au deuxième trimestre, c'est aussi à cause du risque important de fausses couches au premier. Par ailleurs, si on n'a pas trop insisté au niveau du collège, c'est parce qu'on sait très bien qu'au premier trimestre, il y a des fausses couches. Toutes les femmes font des fausses couches, 15 à 16% en moyenne, mais plus vous vieillissez, plus il y a de fausses couches. Ça atteint 40, voire 50% après 40 ans. Et donc, on s'est dit, si les femmes sont vaccinées au premier trimestre, elles vont dire, si elles font une fausse couche, c'est la faute du vaccin, alors que c'est simplement le hasard et le fait que toutes les femmes peuvent malheureusement faire des fausses couches. Donc, on sait très bien, la HAS nous dit d'éviter le premier trimestre, principe de précaution, pourquoi pas. Mais en fait, il n'y a aucune raison d'éviter le premier trimestre. Nous sommes parfaitement d'accord, il faut vacciner les femmes enceintes ou qui veulent le devenir. Mais au-delà de l'inquiétude et de la peur liée au vaccin et à ce revirement, l'histoire de Diane, c'est aussi le sentiment d'être sacrifiée, de ne pas pouvoir vivre une vie normale. Alors même que la vaccination n'a jamais été un problème en soi pour elle. Force est de constater qu'aujourd'hui, en attendant sa deuxième dose et malgré toute sa bonne volonté, les tracas sont quotidiens. J'ai fait ma première dose mardi, donc ça tombait bien. Le créneau libre allait avec justement la fin de ma 16e semaine, comme recommandé par mes médecins. Donc, le deuxième, je viens de le booker parce que voilà, c'est compliqué, il y a beaucoup de créneaux pris. Et dans l'intervalle, je passe les vacances avec mes autres enfants et j'ai pas accès ni au musée ni au parc à l'extérieur, ce qui est juste surréaliste parce que, voilà, on peut être en extérieur même s'ils veulent qu'on porte le masque. Je peux rien faire avec mes enfants. Alors que, encore une fois, on a tout bien fait. Puis c'est pas, pour ma part en tout cas, je suis pas opposée au vaccin depuis le départ. Donc c'est tout bien faire et être quand même puni.
Et c'est pas que moi, c'est mes enfants et c'est la vie de famille sur l'été. Et c'est très, très frustrant. Faisons le calcul. Entre le 21 juillet et le 9 août, il y a eu environ 2 semaines et demie. Compte tenu de la durée du processus de vaccination, qui est d'au moins 3 semaines dans le meilleur des cas et encore, on réalise que le compte n'y est pas. Et vous me direz, les personnes non vaccinées ont toujours la possibilité de se faire tester gratuitement, en tout cas jusqu'au mois d'octobre. Alors oui, mais pour Diane par exemple, pas question d'enchaîner les tests et notamment par devoir citoyen. Chacun y voit son point civique ou pas, mais ce test PCR, à chaque fois qu'on en fait un, c'est 50 € pris en charge par la sécurité sociale. Et si c'est pour aller boire une grenadine, ça me semble un peu démesuré. Voilà, mais ça, c'est un engagement de ma part à moi qui est juste ou pas, je ne sais pas, mais c'est le mien en tout cas. Car chaque semaine, les tests effectués en France représentent plus de 100 millions d'euros de dépenses prises en charge. Pour éviter ces tests à répétition, une dérogation aurait pu être instituée pour les femmes dans son cas, comme c'est le cas pour certaines maladies rares et pour les patients qui ont subi de sévères effets secondaires après leur première injection. Mais le gouvernement en a décidé autrement. Vous en avez marre de la propagande gouvernementale et ultralibérale qui vous assomme dès le matin? Parce que dès que je croise quelqu'un, on me demande mais comment on va rembourser notre dette? Marre de ces éditorialistes de plus en plus fascisants qui prônent un capitalisme sécuritaire et liberticide. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Jordan Bardella. Marion Maréchal. Bonjour. De ces invités sur tous les plateaux TV et radio qui agitent un racisme de plus en plus décomplexé? Il faut ôter ces droits aux immigrés de décider de la politique d'immigration de la France. Nous aussi. Et nous sommes bien décidés à ne pas leur laisser le monopole de l'information. Surtout avec 2022 qui approche à grands pas. Macron encore un siècle? Oh non, c'est pas possible. On va espérer avoir un contre-pouvoir. Dès la rentrée, le média se propose de vous offrir, en format audio et vidéo, une contre-matinale engagée. Une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, connectée à une actualité qui se montrera de plus en plus trépidante. Nous ne cachons pas nos objectifs. Porter les sujets qu'une presse mainstream, possédée par une poignée de milliardaires, refuse d'aborder. Quand vous avez un Valeurs Actuelles, on peut se dire bon c'est pas grave parce que vous allez avoir de la presse écrite qui va équilibrer à gauche et qu'on peut avoir un pluralisme des médias beaucoup plus étendu. Quand on parle de l'audiovisuel et des chaînes d'information, il y en a 4 de chaînes d'information en continu. Donc s'il y en a une qui vire à l'extrême droite, il y a un problème de pluralisme. Réfuter les discours de propagande libérale ou raciste qui avancent masqués sous le faux nez de la neutralité ou du parler vrai. J'ai l'impression parfois qu'on est sur les mêmes questions et vous faites les mêmes réponses. On a l'impression qu'on a un disque rayé depuis un mois. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. Donner la parole aux économistes, analystes, experts hétérodoxes dont les discours ont du mal à se faire entendre dans les dispositifs piégeux des plateaux de télévision. Il est urgent d'avoir nos propres médias. Bon, moi je ne suis pas pour boycotter les médias dominants, je pense qu'il faut qu'on continue à y aller. Mais en même temps, il faut aussi qu'on construise les nôtres parce que c'est là que ça joue notamment dans la bataille idéologique et culturelle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu empêcher cette érosion permanente des droits à retraite? C'est parce que nous ne nous sommes pas battus sur le droit au salaire des retraités. Nous ne sommes pas dans un tunnel sans fin, que quelque chose d'autre peut être figuré, une autre forme d'organisation sociale radicalement différente et qui soit à la hauteur des enjeux de la situation présente. Raconter autrement la campagne électorale à venir qui s'annonce pleine de défis cruciaux. Nous avons déjà des journalistes, des chroniqueurs, des analystes, des grandes voix qui nous ont dit leur enthousiasme et qui sont décidés à porter ce projet. Avec nous, avec vous, mais une matinale quotidienne, ça coûte cher. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos intuitions. Cette matinale ne verra le jour que si vous, les citoyens, notre public, le décidez. Rendez-vous sur notre page Ulule, participez, partagez, plaidez auprès de vos proches pour la faire exister, pour faire exister vos idées. Soutenez la contre-matinale à la rentrée et ça va faire partie des médias importants pour reconstruire la gauche sociale, politique et écologique.